Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, les gens sont beaux. Oui, les gens, vous, nous tous, les gens. C'est l'idée que Baptiste Beaulieu fait partager dans un livre qui vient de sortir. Et il veut particulièrement la faire partager aux jeunes auxquels s'adresse l'ouvrage. Il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche d'Emma Guessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la manière dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est le rituel littéraire automnal. Le prix Goncourt est dévoilé en ce jeudi. Avec Emma, on va revenir sur l'histoire longue, riche et parfois cocasse de ce presque centenaire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on partira à la rencontre d'Andrés, un jeune américain surnommé le Petit Picasso. Et puis comme chaque semaine, on va terminer avec notre rendez-vous hebdomadaire Plateau au repas. Rendez-vous avec notre nutritionniste diététicienne Sandra Ferreira. Retour avec elle sur la plus grande étude française sur le développement des enfants. Elle nous apprend que bien s'alimenter pendant la grossesse, eh bien, cela permet au futur bébé un meilleur développement cognitif. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Vous connaissez sa patte de blogueur, sa plume de romancier, sa voix de chroniqueur radio. Le voici dans un nouveau rôle, celui d'auteur jeunesse. Le docteur Baptiste Beaulieu publie aux Arènes un livre qui est aussi un hymne à la tolérance. Tolérance envers les autres, mais aussi, et tout commence peut-être par la tolérance pour soi-même. Son titre, Pourquoi les gens sont beaux. Les illustrations sont signées Kin Leng. Baptiste, bonjour. Bonjour Emmanuel. On est extrêmement heureux de vous accueillir ici parce qu'on est très fan de tout ce que vous faites, notamment à la radio et tout. Voilà, j'en arrête là, mais c'est vrai. D'où cette idée d'écrire pour les jeunes? Elle est toute simple. C'est ma nièce qui a 16 ans et qui a demandé à sa mère, donc à ma grande sœur, d'ouvrir un compte Instagram. Et ça m'a un petit peu inquiété parce que c'est un âge où je sais qu'on peut être confronté à des images de corps qui sont des images qui n'ont aucun lien avec la réalité. Des images déformées qui peuvent, avec les filtres, avec les retouches, qui peuvent générer chez les adolescents un sentiment de mal-être ou de dysmorphophobie. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle lise plus jeune, avant d'arriver à cet âge-là où elle va accéder à ce contenu sur Internet. Et j'ai dit, vous avez envie qu'elle s'accepte. Exactement. Et pas qu'elle se retrouve. On en a parlé d'ailleurs, on a eu des invités sur le sujet. Ouais. Effectivement, ça peut faire des dégâts monstrueux. Exactement. Dieu merci, pas toujours, mais ça peut même aller très loin. La raison pour laquelle, à mon avis, il faut s'y prendre un peu plus tôt, c'est-à-dire avant l'entrée dans l'adolescence, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans, et puis préparer le terrain, quoi, en leur expliquant que ouais, tous les corps sont beaux parce que tous les corps ont une histoire, et qu'un corps ne vient jamais sans histoire, et qu'une fois qu'on connaît l'histoire d'un corps, on ne peut plus se moquer de la personne. Et alors, ça donne le canevas du bouquin. C'est une galerie de portraits, une balade en ville d'un petit-fils et de son grand-père. Et le grand-père invente plein d'histoires qui expliquent une différence corporelle, une différence visible. Ça, c'est la beauté de mon métier, parce que le grand-père en question était médecin généraliste. Donc évidemment, je me suis inspiré de mon propre vécu professionnel. En tant que médecin, évidemment qu'on voit des corps, on en voit toute la journée, et on voit ces corps et on entend leurs histoires. Et donc évidemment, ça fait tilt dans la tête. Je me dis, quel canevas utiliser pour raconter ce que j'ai envie de raconter? Utiliser mon métier. Et donc ce vieux médecin va se balader dans Paris avec sa petite fille et imaginer, en lui faisant croire qu'il connaît tous les passants, imaginer l'histoire des corps des patients, des passants. Des patients potentiels. Voilà, des passants qu'ils vont croiser dans les rues de Paris. Et moi, j'ai fait un petit lapsus en disant que c'est avec son petit-fils qui se balade, alors que c'est avec sa petite-fille, vous avez raison. Oui. Mais ça veut dire à quel point je me le suis approprié. Mais c'est peut-être aussi parce que j'avais eu de questions dans la question. Ouais. Au départ du bouquin, il y a votre nièce. Il n'y a pas un peu votre grand-père aussi? Parce que j'ai lu quelque part qu'il vous avait donné une leçon assez mémorable quand vous aviez 4 ans. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est tous aussi racontez la leçon parce que oui, c'était tout petit. Vous savez, on teste la vie, la mort quand on est enfant, et c'est vrai qu'on a parfois des comportements enfants d'écraser les fourmis. On teste les limites de notre pouvoir. Il fait un teasing parce qu'il n'ose pas avouer, en fait. Si. Alors, ce lézard. Et donc j'avais 4 ans, c'était en plein été. J'ai tué un lézard, et mon grand-père qui avait fait la guerre, qui avait probablement tuer des gens pendant la Seconde Guerre mondiale, a pas supporté de me voir faire ça, alors que c'est un enfant de 4 ans, il faut lui expliquer. Et il m'a mis le lézard mort dans la main en me disant, voilà, la vie c'est précieux, il faut y prêter attention. Et c'est la raison pour laquelle peut-être pendant des années je me suis lavé les mains fébrilement et que j'ai fini par faire médecine, parce que quand on se lave les mains et qu'on est médecin, tout le monde pense qu'on est très professionnel et pas du tout névrosé. Excellente explication. Troisième personne réelle qui est à l'origine du livre, et ça vous le racontez à la fin de l'ouvrage, un de vos patients, âgé de 54 ans, et il a mal au genou. Et il a mal au genou, il vient parce qu'il a ce qu'on appelle une gonalgie, donc c'est une douleur au genou quand il se met en appui.
Et on l'examine, on fait une radio, et il s'avère que il a ce qu'il y a de plus naturel au monde, c'est-à-dire qu'il vieillit. Et il m'explique, mais j'ai jamais eu cette douleur-là. Et oui, mais c'est parce que vous vieillissez, les années passent, et puis le corps change, et on se découvre des zones du corps parfois douloureuses qu'on connaissait pas avant. Et c'est cette manière d'être d'un seul coup au monde, à travers ce corps qui souffre et qui parle alors qu'il ne parlait pas avant, ce corps, qui m'a aussi interpellé sur, oui, nos corps ont des histoires. Et on a tous nos blessures. Et on a tous nos blessures. À tous âges. Et elles sont toutes aimables au sens étymologique du terme. Voilà, c'est-à-dire respectables et dignes d'être aimées et d'être écoutées, quoi. Oui, dans cette vie à nous donner, sur cette terre à nous prêter, les occasions pour la vie de laisser son empreinte sur notre corps sont légion, mais ce corps, il faut l'aimer, vous venez de le dire, d'abord parce qu'il est là, qu'il fait comme il peut, aimons-le comme un ami qui porterait pour nous une part de notre fardeau pour nous en soulager un peu, je viens de vous citer, mais ça faisait écho à ce que vous venez de dire. On va continuer évidemment à dialoguer de tout ça, de raconter de ce qui nous blesse, parce que ce n'est pas forcément des blessures physiques, mais on va le faire, si vous le voulez bien, après l'anti-sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour. Dans quelques heures, on connaîtra le ou la successeur de Mohamed Mbougar Sarr, puisque c'est aujourd'hui qu'est attribué le prix Goncourt 2022. Pour nous faire patienter, vous allez nous raconter les anecdotes les plus croustillantes qui entourent ce prix littéraire, un des plus prestigieux de France. En disant ça, je me brouille parce que je devrais dire le plus prestigieux, mais c'est pas grave, je suis pas romancier, je l'aurais jamais. Mais oui, Marcel Proust, André Malraux, Elsa Triolet, Julien Gracq, même s'il l'a refusé, Simone de Beauvoir, Romain Gary, Marguerite Duras, tous ces auteurs ont reçu un jour le prix Goncourt. Et tous ces auteurs sont aujourd'hui dans les programmes scolaires, ce qui montre bien l'importance qu'ils ont dans la littérature française. Alors, revenons au début. Un peu d'histoire. Le premier prix Goncourt est attribué en 1903. En 2023, le prix Goncourt va donc fêter ses 100 ans. 120 alors, si c'est 1903. 120 ans ? Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. 120 ans, absolument. Pour la médaille Fields, qui est le Nobel des maths. Les maths, pas du tout. Je préviens le jury, vous n'étudiez pas le dossier Guessel, c'est pas la peine. La peine. Voilà, je comprends mieux pourquoi les maths, c'était jamais mon fort. Alors, pourquoi on l'appelle le prix Goncourt ? Eh bien, parce que sa création est à l'initiative d'Edmond de Goncourt, écrivain, historien, auteur de nombreux ouvrages avec son frère Jules de Goncourt, et c'est par testament qu'il crée le prix qui porte son nom pour récompenser, je cite, le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru de l'année. Et c'est ainsi que naît l'Académie Goncourt avec un système qui n'a pas changé depuis le début. Mais non, 10 membres de l'Académie qui se réunissent le premier mardi de chaque mois chez Drouan, un restaurant situé dans le 2e arrondissement de Paris. Ils dévoilent une première sélection de 15 romans début septembre, puis une liste de 8 noms et enfin une liste de 4 noms. On saura donc tout à l'heure qui sera l'élu. Un ou une élue qui recevra un chèque symbolique de 10 €, tout simplement parce qu'on sait que le prix Goncourt est toujours un succès de librairie par la suite. 119 ans de prix Goncourt, 119 ans, vous ne savez pas, mais je suis en train de traduire sur ma note, il y a marqué 99, donc je fais 99 plus 1, de prix Goncourt, et autant d'années, d'anecdotes extraordinaires. Mais oui, il y a eu des péripéties en 120 ans, tellement que j'ai pas le temps de tout vous raconter, mais j'en ai sélectionné 3 quand même, que j'ai trouvé selon moi. Avec des auteurs qui sont en programme scolaire. Tout à fait. Alors la première, c'est Julien Gracq, qui a donc refusé le prix Goncourt en 1951. C'est du jamais vu, personne n'a jamais refusé un prix Goncourt. Cette année-là sort son roman Le Rivage des Syrtes, et lors de la première sélection des 15 romans dont je vous parlais juste avant, l'Académie annonce que le roman de Julien Gracq fait partie des nommés, et très vite, favori. Julien Gracq, voilà, favori pour l'obtenir. Sauf que l'auteur martèle qu'il ne veut pas, et que même si on lui donne, il refusera. Spoiler, on lui donne, spoiler bis, il refuse. Et ça va créer une des plus grosses polémiques qu'il y a eu autour du prix Goncourt dans les médias depuis la création du prix. Julien Gracq deviendra très célèbre grâce ou à cause de cette histoire, mais il en sera affecté et se fera discret jusqu'à la fin de sa vie. Vous vouliez aussi nous parler d'un certain Louis Destouches, plus connu sous le nom de Louis-Ferdinand Céline. Et oui, qui signera en 1932 Voyage au bout de la nuit, chef-d'œuvre du XXe siècle, qui pourtant a été recalé du prix Goncourt, alors qu'il était dans la sélection finale. Ce jour-là, chez Drouan, l'ambiance était très tendue. Les membres de l'Académie n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Céline était très déçue, surtout qu'il avait une très haute opinion de ce roman. Pour lui, c'était du pain pour un siècle entier de littérature, un moment capital de la nature humaine. L'ego était donc très blessé, d'autant plus que l'ego était grand. Mais l'histoire peut-être la plus folle du Goncourt, c'est bien sûr celle de Romain Gary, qu'il a eu 2 fois, pas sous le même nom. Et on peut aussi en parler en lien avec le livre de Delphine Orviller qui vient de sortir et qui revient Tout à fait. sur le double de Gary. Premier prix Goncourt 1956 pour Les Racines du ciel et deuxième en 1975 pour La vie devant soi.
Alors, ça, normalement, c'est impossible. impossible. Mais oui, On n'a c'est qu'une là fois que le Romain concours. Gary a rusé, puisqu'elle a publié La vie devant soi sous un nom d'emprunt, Émile Ajar. Le mensonge est allé très loin, puisqu'il a demandé à un de ses cousins de se faire passer pour Émile Ajar auprès des médias. Et la supercherie n'a été révélée qu'à la mort de Romain Gary en 1980. Et un roman posthume sera publié ensuite, Vie et mort d'Émile Ajar, roman qui se termine par ces mots: je me suis bien amusée, au revoir et merci. Et puis je vous parlais du lien évident avec les programmes. Mais ils sont au programme. Il y a le concours des lycéens, on va en dire un petit mot, c'est pas tout de suite, mais bon. Tout à fait. Alors, en partenariat avec le ministère de l'Éducation et la FNAC, le principe, c'est d'offrir à des jeunes lecteurs l'occasion de lire et de débattre de la qualité de romans sélectionnés par les membres de l'Académie Goncourt. Ça concerne au total une 50aine de classes de lycéens, toutes filières confondues. Les lycéens ont 2 mois pour lire les romans sélectionnés. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des rencontres qui sont organisées à travers toute la France entre les auteurs et les lycéens. Voilà, ensuite les lycéens votent. Donc là, on va savoir qui est le... novembre, non ? 21 novembre. 21 novembre, formidable. Petit coup de chapeau à Brigitte Stéphan, la FNAC de Rennes, qui avait inventé le Goncourt des lycéens. Je m'en souviens encore, c'était il y a une 30aine d'années. Mais ça, c'est quand vous... Voilà, vous connaissez des personnes d'un certain âge, qui ont bientôt 54 ans et mal aux genoux. Tiens, on va en parler de mes maux de genoux. Merci Emma, à tout de suite pour la récré. Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu est médecin généraliste et écrivain. Il est l'auteur de plusieurs romans, dont alors voilà, Les 1001 vies des urgences, c'était chez Fayard en 2013. Il y a aussi un recueil de poésie intitulé La joie et le reste, c'était à l'Iconoclaste en 2021. Il publie son premier livre pour les jeunes aux arènes, illustré par Kin Leng. Pourquoi les gens sont beaux. On a le grand plaisir de l'accueillir. Pas mal de blessures physiques qui viennent des mots MOTS. Et on a des conséquences, en revanche, qui sont des mots MAUX, l'obésité, les troubles du comportement alimentaire, etc. En tant que médecin généraliste, ce sont des troubles auxquels je suis confronté avec mes patients tous les jours. Et une chose qui me frappe, qui me touche en tant que médecin, c'est que parfois j'entends les patients parler de leur corps, et toujours en parler avec des termes extrêmement violents. Et qu'ils ne s'aiment pas, ou que... voilà, je suis moche, je suis gros, je suis comme si, je suis exactement. pas... Ouais. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis, même moi, de temps en temps, devant la glace, le matin, je me fais des tas de reproches. Et je me dis, c'est dingue, parce que si je pouvais noter tous ces mots qu'on se dit à soi-même le matin devant la glace, et qu'un jour, j'en sais rien, moi, un couple s'asseyait à côté de nous au restaurant, et que le gars disait mot pour mot ce qu'on se dit nous-mêmes le matin devant la glace à sa compagne, on se lèverait, on le traiterait de connard en disant mais quelle violence envers votre compagne, pourquoi vous lui dites ça, alors qu'on se dit 1000 fois pire le matin dans la salle de bain devant la glace. On n'aime pas l'entendre. On n'aime pas l'entendre. Et ça peut blesser de l'entendre. Ça peut blesser de l'entendre, mais pourquoi on ne supporterait pas de l'entendre chez les autres, et pourquoi on se l'inflige à soi-même? Et je pense que ce serait bien de réfléchir à ça et puis de s'aimer un peu plus, quoi. Il y a quand même des mots qui font vraiment mal, et là, c'est passé. Pour le coup, c'est pas des mots qu'on se dit devant la glace. Vous en avez été témoin avec Anna, votre petite sœur. Oui, bien sûr. J'ai l'immense chance, parce que c'est une chance d'avoir une grande sœur que mes parents ont adoptée quand j'étais tout petit. Je devais avoir 4 ans. Elle en avait 5 quand elle est arrivée. Après, pour tout vous dire, je me souviens pas de ma vie sans elle. Et elle était noire, donc c'est vrai que les mots d'enfant sont parfois extrêmement durs. Elle rentrait de la maison parfois en larmes parce qu'elle avait entendu des mots qu'aucun enfant ne devrait entendre à l'école. Mais très tôt, ça m'a aussi sensibilisé à la différence et puis à une certaine forme de colère. Pourquoi cette personne que j'aime est en pleurs, est en larmes? Qu'est-ce qui autorise d'autres personnes à la mettre dans cet état ou à se penser supérieure au point de pouvoir la juger, la jauger et l'insulter? Votre nièce, votre grand-père, votre patient, votre sœur. Je vous cite maintenant dans un entretien que vous avez donné à Alice Rebaud dans Le Monde. On traîne tous des casseroles, des phrases qu'on a entendues enfant et qui nous névrosent profondément. Je me suis empêché d'être qui j'étais à cause de ce genre de petites phrases. Tout à fait. Et là, vous parliez de l'homosexualité. Oui, tout à fait, parce que j'ai mis pratiquement 25 ans à pouvoir enfin être libre d'être qui je suis et d'aimer qui j'aime. Et c'est vrai qu'on parlait de la différence, mais depuis des mois, mes parents hébergent une famille d'Ukrainiens sourds à la maison qui sont réfugiés. Et du coup, c'est très drôle parce que le dimanche midi, on est tous ensemble. Et donc, on a des Ukrainiens sourds, mon copain et moi, ma sœur qui est noire avec ses enfants noirs. Et c'est vrai qu'on est une famille, je pense, pas comme les autres. Appelez une marque de vêtements, là, vous allez faire United Colors of Beaulieu. Vous allez vous faire fortune. Non, mais c'est vrai que parfois, on se croirait dans un téléfilm. Mais américain, va être très... On est bien tous ensemble, donc voilà. Ouais, c'est This Is Us. Voilà. Tout ça se combine néanmoins avec, et vous en parlez, alors pas dans le livre si je l'ai bien lu, et en revanche vous avez publié des textes là-dessus, avec une foi catholique. Tout à fait, c'est extrêmement, comment dire,
c'est très intime. Vous savez, je dis toujours que la religion, c'est comme un pénis. Chacun en a un ou pas, mais en tout cas, on ne le montre pas aux autres. Et ben, la religion, c'est quelque chose de très intime et que je ne montre pas en général. Et en tant que médecin, ça m'oblige aussi, ça me pousse un peu dans mes retranchements, parce que quand on est médecin, on est confronté, vous savez, à cette éternelle question de pourquoi le mal existe, et notamment pourquoi le mal touche parfois les enfants notamment. Voilà, parce que la maladie, c'est l'injustice ultime. Et donc, d'un côté, on a l'expérience de cette réalité-là qui se heurte à notre foi, et je suis désolé de le dire, mais les religions n'ont aucune réponse à donner, ou alors les réponses qu'elles amènent sont toujours mauvaises, voilà, ou à côté de la plaque. Moi, ce qui m'a aidé, c'est la poésie. C'est vraiment les auteurs, c'est la littérature, c'est certains poètes. C'est ça qui m'a vraiment sorti. Ouais. D'un tout petit mot, pourquoi vous faites le choix de médecine, en dehors du fait que vous voulez beaucoup les mains, versus la littérature que vous ne découvrez pas à l'âge de 25 ans? Bien sûr. Pour tout vous dire, j'avais passé un bac scientifique et j'avais 2 objectifs dans la vie. C'était soit d'écrire des romans, soit de devenir médecin. Bon, vous avez fait les deux finalement. J'ai fait les deux. Après, j'avais postulé pour une prépa littéraire, mais comme j'avais fait un bac S, j'avais pas été retenu, mais j'étais parti en médecine vraiment sans dépit. C'était vraiment un choix que voilà. Finalement, j'ai fait les deux. Devant vous avez un enfant de 5 ans qui a accompli ses 2 rêves. Donc, voilà. Extraordinaire. Nous avons toutes et tous en nous des rêves d'enfants mal refermés. Rien ne s'est passé comme on l'imaginait, pour vous aussi apparemment. Et depuis le début, personne n'est là pour nous dire le meilleur chemin à prendre ou ce que nous sommes censés être. Ça, c'est ce que vous dites, vous, dans Pourquoi les gens sont beaux, qui vient de sortir aux arènes. On poursuit la discussion après la récré. Emma. Emma, rebonjour. Bonjour. Dans l'heure de la récré, un jeune homme qui est en train de réaliser des rêves. Alors, je dis jeune homme, un petit prodige de la peinture âgé de seulement 10 ans. Oui, Je ne sais pas si on peut dire jeune homme, il a bien 10 un enfant. Oui. Ah oui, il n'a pas 120 ans, non, celui-là. il a bien 10 ans. Donc, il s'appelle Andrés Valencia et j'ai découvert son histoire grâce à mon quotidien. Andrés, il est américain et on le surnomme déjà le petit Picasso. Il expose déjà. Dernièrement, il a fait une expo dans une galerie d'art à New York et ça a plutôt très bien marché puisque les 35 œuvres qu'il a exposées se sont toutes vendues entre 50 et 125 000 euros. Regardez à quoi ça ressemble. Vous comprenez pourquoi on le surnomme le petit Picasso. Il y a une petite influence quand même. Mais c'est vrai que c'est complètement dingue de se dire que tout ça a été fait par ce petit garçon. Normalement, on va le voir. Il est haut comme 3 pommes, voilà, 10 ans, tout petit. Alors, comment est-ce possible à l'âge de 10 ans? Alors déjà, il a beaucoup d'expérience. Pour ses 10 ans, il a commencé à peindre chez lui en Californie à l'âge de 4 ans, dans la salle à manger de ses parents. Et en plus d'être doué, il avait déjà tous les codes du business, puisqu'il vend ses peintures à sa famille $20 au début, jusqu'au jour où un ami de son père, Bernie Chase, qui possède une galerie d'art à New York, veut lui aussi lui acheter une œuvre. Il lui propose $100 et Andrés lui dit « Non, moi je veux 5 000 ». Je veux 5 000 et Bernie Chase accepte. Il va lui en acheter plusieurs et les exposer. Et ce qui va le rendre définitivement célèbre, c'est d'être exposé à l'Art Miami. Ah oui, c'est une des très grandes expos. Tout à fait. Art Basel, etc. Absolument très connu. Et donc son travail va plaire. Et peu à peu, les prix de ces tableaux vont monter. Voilà. Et maintenant, même si on propose 5 000, ça passe plus du tout. Il faut des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Bah oui, en juillet, par exemple, un de ces tableaux s'est vendu 230 000 euros lors d'une vente caritative à Capri en Italie. Mais attention tout de même, les parents du petit Andrés ont quand même voulu préciser qu'il restait être un petit garçon de 10 ans. Et donc, ils lui ont pris tout l'argent. Eh ben non, il reste vigilant. Mais l'argent de certains de ces tableaux est offert à des associations caritatives. Voilà, il faut garder les pieds sur terre. Bon, on va le suivre quand même, Andrés. Voilà, pas trop mal parti pour lui, quand même. Ouais, récré sympa. Merci beaucoup, Emma. Suite du Grand Oral, on retrouve Baptiste Beaulieu. Alors voilà, c'est l'histoire du blog de Baptiste, jeune interne au centre hospitalier d'Auch dans le Gers. Chaque jour, il y consigne une histoire vécue par lui ou par l'un de ses collègues. Encore un blog, me direz-vous, mais celui-là, c'est une pépite d'humanité, une façon de raconter comme à nul autre pareil l'incroyable quotidien de l'hôpital. C'est drôlatique, pathétique, tragique. Baptiste est au service hospitalier, ce que Martin Winkler et sa maladie de Saxe fut au médecin généraliste, le révélateur d'un quotidien qui nous concerne tous et que nous redoutons tous. Fin de citation. Je crois que vous le connaissez par cœur, cet article-là. Vous pouvez me dire qui l'a écrit et quand? C'était dans Le Monde. Ouais. C'était Madame Blanchard, qui était Exactement. journaliste au Monde et qui m'a fait l'immense surprise. Alors, j'ai pas noté l'année, mais c'était il y a quoi, une quinzaine d'années? Une quinzaine d'années. Vous teniez ce blog qui s'appelait Alors voilà, c'était de raconter votre quotidien. Il y avait 2-3 personnes qui lisaient, dont mon père et ma tante, et puis cette journaliste au Monde qui est tombée dessus par hasard et qui m'a fait la surprise d'en faire la une du Monde.fr et ma vie a changé à ce moment-là, quoi. On se rend compte que vous avez une plume. Oui, et puis le fait est que j'avais
toujours rêvé de raconter des histoires. Ouais. J'aime cette idée d'accueillir un public, même à travers les livres, et de les mettre autour de moi et puis de leur raconter une histoire. Et si cette histoire permet de faire du bien aux gens, si je peux aider les gens sans leur demander la carte vitale et 25 €, vous savez, moi, je suis content. Et puis c'est bon pour le trou de la Sécu. Oui. Surtout que vous faites de la prévention en plus. Donc, Oui, voilà. oui. Et alors notamment dans ce livre qui s'adresse aux ados, le livre que vous venez de publier aux Arènes, c'est complexe de parler aux ados. Nous, on a régulièrement des témoignages ici d'enseignants, d'adultes en général, qui ont affaire à des ados, notamment en situation de fragilité. Les mains qu'on tend aux ados, à ce moment-là, elles ne sont pas forcément saisies par les ados. Il faut beaucoup d'humilité. Exactement, et moi j'avais beaucoup de craintes, parce que je me méfie toujours des romanciers qui se piquent d'un seul coup d'écrire pour la jeunesse, comme si c'était facile, alors que ça ne l'est pas, et heureusement j'ai pu compter sur les conseils de mon éditrice aux Arènes, qui s'appelle Semorina Cruz, qui est fantastique, comme toute la maison Les Arènes d'ailleurs, qui est géniale et qui m'a vraiment accompagné, et le meilleur conseil qu'elle m'a donné, c'est écris-leur comme tu parlerais à un adulte, tout simplement. Ne les prends pas pour des idiots et puis dis-leur ce que tu as envie de leur dire, quoi. Et c'est ce que j'ai commis et je crois que ça marche bien, je suis content. Ça marche très très bien. Vous-même, vous n'étiez pas un ado super heureux, à la fois très joyeux, très exubérant, mais ça passait pas, c'est ça? Oui, moi j'ai toujours été un petit peu torturé par plein de choses, mais je crois que ça va avec la sensibilité et que c'est une manière d'être au monde. On est peut-être un peu trop lucide parfois sur la dureté de la vie, mais c'est ça qui nous permet aussi ensuite d'écrire des livres, de la poésie. Qu'est-ce qu'il aurait fallu vous dire à l'époque, en dehors de ce qu'il y a dans votre bouquin, pour que ça aille bien, mieux? Alors, une très belle phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui dit je choisis tout. Et peut-être que si on m'avait dit ça, tu as le droit de tout choisir. Voilà. Tu peux être médecin, romancier, tu peux aimer qui tu veux. Voilà. Et je crois que ça m'aurait beaucoup aidé à l'époque. Qu'on vous autorise? Ouais. De manière très explicite. Vos parents, ils n'étaient pas non plus en train Pas du tout. J'ai eu des parents formidables. Oui, voilà. Vous savez, quand on est médecin, on s'aperçoit très vite de la chance qu'on a d'avoir des parents qui nous ont simplement aimés, rien de plus. Hein. Et une des premières choses que j'ai faites, peu de temps après m'être installé en tant que médecin généraliste, c'est d'appeler mes parents pour leur dire « Je vous aime tellement, je vous remercie d'avoir été les parents que vous êtes » parce que tous les enfants n'ont pas cette chance-là. Et on s'en aperçoit d'autant plus quand on en reçoit beaucoup au cabinet médical. Ouais, mais même avec des parents aimants, même avec des parents formidables, Bien ça sûr. n'empêche pas de traverser, notamment l'adolescence, des heures difficiles. Vous savez, cette question de l'orientation sexuelle, c'est parce que aussi, en dehors de la cellule familiale, il existe une société dans laquelle on vit, une société qui est sur plein de niveaux extrêmement hostile, voilà, aux minorités de gens, aux minorités tout court. Aux minorités tout court. Ouais. Et donc, même si on a une famille qui nous aide, ça ne nous empêche pas d'être parfois bouleversés. J'ai une jeune patiente, par exemple, j'accompagne sa famille depuis des années. Ils sont extrêmement ouverts, respectueux. Il n'y a aucun problème pour eux vis-à-vis de l'orientation sexuelle de leur fille. Ça n'empêche pas, elle, d'avoir un comportement autodestructeur très très fort. Et ça n'a rien à voir avec sa famille. Oui, c'est pas que le regard, ça se passe sur les réseaux sociaux, dans la cour de récré, les films, les pubs, voilà, les séries télé. Il y a plein de choses qui font qu'elle ne se sent pas forcément à sa place vis-à-vis de l'orientation sexuelle qui est la sienne. Et puis il y a cette injonction absolument terrible et qu'on entend de plus en plus, ou qu'on dit de plus en plus aux jeunes aujourd'hui, qui est sois toi-même. Ce qui est tout aussi vertigineux que d'imposer une voie à l'avance. Les deux sont terrifiants. Personne ne nous dit à quel point c'est dur d'être soi-même parfois. C'est aussi le message que j'essaie de faire passer à travers l'album jeunesse Les gens sont beaux. C'est tu as le droit de tout choisir, voilà, de tout essayer et de te tromper et de recommencer, de te retromper, et que c'est comme ça qu'on se découvre. Et puis tu as le droit d'avoir plusieurs identités aussi, voilà, d'aimer plein de choses différentes. Et c'est ce qui fait la richesse du genre humain, quoi. Pourquoi les gens sont beaux? Merci beaucoup, Baptiste Beaulieu, d'être avec nous dans cette quotidienne sur School TV. Les illustrations, je le signale, elles sont très belles, sont de Kin Lang. Ça vient de sortir aux Arènes. Vous restez avec nous. On n'a pas de chronique médicale dans la quotidienne, mais on a quand même une chronique nutrition qui est extrêmement importante. C'est le plateau repas de Sandra Ferreira. Emma, merci. Merci. Plateau repas, Sandra. Plateau repas, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre nutritionniste et diététicienne Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour. Bien s'alimenter pendant la grossesse, c'est bon pour le bébé, ça on le sait déjà. On sait aussi que l'alimentation de la maman peut avoir un impact bien plus important. On ne va pas faire durer le suspense. Sandra, quel impact elle a, cette alimentation de la maman, sur le futur bébé? Après, je demanderai son avis à Baptiste Beaulieu sur le sujet. Vrai, on fait que des trucs sympas, on fait parler devant un tout-bib. Bah voilà.
Pas de pression. Alors, c'est vrai, bien s'alimenter, ça, pendant la grossesse, donc quand la femme enceinte s'alimente bien, on sait que ça limite les risques de développer certaines pathologies chez le bébé, une fois né, diabète, maladie cardiovasculaire, etc. Alors, la grande nouveauté, c'est une étude qui est sortie des chercheurs français qui ont poussé l'étude plus loin et ont poussé l'étude à faire le rapport entre une alimentation saine chez la femme enceinte et le développement neurologique du futur bébé. Alors, c'est la énorme étude, hein. Énorme. 18 000 bébés qui ont été étudiés pendant 3 ans et demi. Il y a des tests, des questionnaires. Donc là, effectivement, je ne vais pas laisser de suspense plus longtemps. J'ai quand même déjà laissé un petit peu. Bien s'alimenter, donc résultat, bien s'alimenter pendant la grossesse, ça permet au futur bébé un meilleur développement cognitif. Cognitif, et c'est pour ça qu'on en parle sur School TV. Qu'est-ce qu'on entend par bien s'alimenter? Alors, bien s'alimenter. Moi, je me nourris super bien. Je veux dire, la petite entrecôte, elle était super bonne. Sauf que vous n'êtes pas un bébé. Donc, on va parler de ça. Et l'entrecôte, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais on en reparlera. Ah, bah, c'est ce que je savais. Voilà. Donc, ça sera plutôt. On a remarqué que c'était les mamans qui mangeaient le plus de poissons, le plus de fruits et le plus de légumes, qui avaient de meilleurs scores. Leur enfant avait un meilleur score de développement global et un meilleur score de langage entre 1 an et 2 ans par rapport aux autres enfants. Les enfants dont les mamans avaient mangé surtout beaucoup de charcuterie ou de produits transformés avaient des résultats inversés. Donc, ça se rattrape jamais? Ça va se rattraper exactement vers à peu près 3 ans et demi, on va dire, vers 3 ans et demi. Ça se rattrape, heureusement ou pas. En tout cas, c'est une piste intéressante pour la suite. Alors, je rappelle tout de même que quand je dis il faut manger plus de poissons, n'oublions pas, je suis là aussi pour avertir, que nos mers sont polluées et que le poisson... Alors, nos mers MER. Hein. Oui, décidément, moi, à chaque fois... Non, c'est bon. Enfin, MERS, même si on veut être... Oui, voilà. Les mers sont polluées parce que y a plein de plomb, plein de substances pas forcément très bonne pour le système neurologique. Donc oui, aux poissons, mais on se limite quand même à 2 fois par semaine, s'il vous plaît, dont un poisson gras pour tout ce qui est... Ou sinon, on prend du poisson bio. Là, on sait qu'on contrôle. Et c'est pareil pour les fruits et légumes, pareil pour les fruits et légumes, c'est bourré de pesticides en général. Donc pareil, on les épluche bien, on les lave bien, ou on va sur du bio, effectivement. Sandra, est-ce que cette étude a quand même pris en considération les biais sociaux? Parce que sur le développement cognitif, il y a des études qui ne parlent pas de l'alimentation des mamans, mais pour le coup de l'environnement et qui disent des choses. Et effectivement, on pourrait penser qu'il y ait dans cette étude un biais social, car l'alimentation, elle est forcément liée à tout ça. On sait très bien que pour manger du poisson 2 fois par semaine, ça va dépendre des catégories socio-économiques, effectivement. Ça coûte de l'argent de bien manger, il faut dire ce qui est. Bon, quoique, je ferai une petite chronique sur les astuces, comment bien manger avec peu de budget. Mais là, pas de souci, ils ont tout pris en considération, le niveau socio-économique, les interactions avec l'enfant, l'alimentation de ce dernier. Vraiment, il n'y a aucun souci. Quoi qu'il arrive, les mères dont l'alimentation était la meilleure, on obtenait toujours le même résultat sur le neurodéveloppement de l'enfant. Sandra, vous le signaliez, malgré tout, ce décalage constaté lors de cette étude, à un moment, il se comble. Pourquoi ? Eh oui, parce que les scientifiques ont remarqué qu'à partir de 2 ans, là, ça va se combler parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont prendre le pas sur le développement de votre enfant. Donc, ça va se combler. C'est sûr que niveau langage, un enfant dont la maman s'est bien nourrie, on va vraiment voir une nette différence jusqu'à 2 ans, 3 ans et demi. Et après, tout prend le pas. Je rappelle quand même qu'il est quand même déconseillé de dépasser chez l'enfant et même chez l'adulte de consommer plus de 150 grammes de produits transformés par semaine. Ce sont les recommandations de l'ANSES, je rappelle, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il reste bien sûr à compléter ces résultats d'études. C'est une grande étude, mais c'est une grande étude. Donc il faudra croiser avec d'autres. Voilà, exactement. C'est une piste déjà très intéressante. Et attention, et ça c'est mon petit point à moi, on ne culpabilise pas non plus, vous, femme enceinte qui êtes en train de regarder School TV, de manger un peu de charcuterie ou quelques produits transformés. C'est pas très grave. Ce qu'il faut pas, c'est que ça devienne quotidien, que ça soit votre aliment quasi exclusif. Mangez diversifié, comme je le dis très souvent, avec plaisir, et évitez les compléments alimentaires, sauf si le médecin vous le demande. Le fait est qu'une grossesse, ça se prépare. C'est toujours bien. Moi, j'incite les patientes qui ont ce projet parental-là d'aller voir un médecin généraliste, notamment pour commencer une substitution d'acide folique 3 mois avant, notamment pour le développement neurologique de l'enfant. Cependant, il faut se méfier aussi de la manière dont le corps médical s'accapare parfois le corps féminin, y compris pendant la grossesse, et le bombarde d'injonctions de genre. Donc vous avez bien raison, il faut aussi se méfier.
On est d'accord alors? Vous êtes d'accord? Génial. Merci beaucoup Sandra pour ce plateau repas et à très vite. Très vite. Et notamment pour cette chronique sur se nourrir avec un petit budget. Avec petit budget, parce que ça c'est vraiment un grand sujet. Merci beaucoup Baptiste Beaulieu. Merci à vous. On lit évidemment de tous vos livres le dernier, publié aux éditions des Arènes, Pourquoi les gens sont beaux. Les illustrations sont signées Ken Lang, et le livre est vraiment super. Merci de nous avoir rendu visite sur la quotidienne de School TV. Merci Sandra, merci aussi à toute l'équipe, au maquillage Colline Hamel et puis Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui aujourd'hui en régie est assistée par Aude Chini. Pour le son, c'est Thibaut Goury-Lafont, pour la réalisation Kylian Soula. Vous restez vous évidemment sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.